Bonjour, bienvenue à tous à ce web lunch, l'engagement, une autre vision du droit des patients, un web lunch en partenariat avec l'Agence régionale de santé d'Occitanie. Nous sommes tous connectés via le logiciel Livestorm. Nous vous remercions de votre connexion. Nous sommes ensemble donc à partir de maintenant et jusqu'à 14h30. Merci de votre patience. Nous avons fait patienter quelques petites minutes avant ce début de webinaire. Moi, je suis Marina Léviscar, je suis chargée de mission France Asso Santé Occitanie. Nous allons débuter ce webinaire déjà d'une part en vous évoquant qu'il sera participatif. Vous pouvez dès lors donc rédiger l'ensemble de vos suggestions, de vos questions sur l'onglet de droite. Donc vous avez une partie chat et une partie questions qui vous permet au fur et à mesure des interventions et de l'ensemble des connectés, l'ensemble de nos intervenants de table ronde, de pouvoir faire des remarques et ou poser des questions que nous reprendrons à la fin de la table ronde pour pouvoir justement alimenter l'ensemble de nos réflexions sur cette thématique de l'engagement, une autre vision du droit des patients. Je laisse la parole donc à notre président Jean-Michel Bruel ainsi qu'à monsieur Merikeli qui nous fait le plaisir d'être parmi nous donc en tant que directeur des usagers et des affaires juridiques à l'ARS Occitanie. Merci Marina, bonjour à toutes et à tous. J'ai moi aussi à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Je voudrais en particulier remercier l'équipe de FAS Occitanie qui a préparé ce webinaire et en particulier Annie Morin qui malheureusement pour des raisons personnelles de dernière minute ne peut pas être avec nous aujourd'hui et qui est remplacée au pied levé par Jacques Cerda aux côtés de Marina Labiscar. Je remercie aussi tous les intervenants de la table ronde qui sont actuellement sur scène, comme le dit le logiciel. Je remercie aussi les interviewés qui ont participé avant ce webinaire à la rédaction d'une lettre info flash de notre newsletter sur la journée européenne des droits en santé qui était organisée en avril. Et puis, je voudrais remercier, mais j'y reviendrai, Philippe Merikeli, qui est le directeur des droits des usagers et des affaires juridiques au sein de l'ARS Occitanie, avec lequel nous avons préparé en partenariat ce webinaire. Alors, je voudrais vous dire très rapidement que cette charte des droits des patients, cette charte européenne des droits en santé, elle nous rappelle des valeurs communes qui sous-tendent tous ces droits. Ces valeurs, c'est le respect de la dignité, c'est la transparence, c'est la loyauté, entre autres. Et en fait, il faut voir ces valeurs qui sont à la base des droits comme des éléments d'interaction. Quand je respecte la dignité de l'autre, je défends et je renforce ma propre dignité. Ce qui fait que, il me semble qu'il était logique de concevoir que ces droits en santé doivent être vus comme un socle fondamental. Je dis fondamental au sens des fondations de la maison, dans une image qui est chère à Dominique Pont à propos du virage numérique en santé, et qu'à partir de ce socle que constituent les droits, eh bien, on débouche très logiquement sur de l'engagement de tous, et cet engagement, il permet de construire ensemble un partenariat entre ceux qui soignent et ceux qui sont soignés, et c'est une dynamique à laquelle, vous le savez, est attachée non seulement France Asso Santé Occitanie, mais notre région, et en particulier l'ARS Occitanie, qui en a fait un des axes forts du projet régional de santé Occitanie 2022. Et je remercie encore ici Philippe Merikeli qui, en qualité de directeur des droits des usagers et des affaires juridiques,
participe très activement avec toute son équipe à cette dynamique de partenariat et je lui laisse la parole pour co-introduire ce webinaire. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je salue les participants. Permettez-moi, Monsieur le Président, de remercier l'équipe de France Asso Santé pour cette belle initiative de web lunch autour de cette thématique particulièrement intéressante et passionnante et à laquelle nous sommes très attachés, comme vous avez eu la gentillesse de le souligner. 3 points peut-être pour introduire cette réflexion. Je serai bref. La première, c'est que cet engagement dans le monde de la santé en France, il est organisé autour de ce qu'on appelle la démocratie en santé, démocratie sanitaire ou démocratie en santé pour la qualifier mieux. Et elle est organisée autour d'une instance particulièrement importante qui est la CRSA, la Commission régionale de la santé et de l'autonomie. On est là dans de la représentation des usagers organisés au sein de cette commission. C'est important et j'en profite pour vous donner une information, c'est que cette commission qui préside cette démocratie en santé, elle a sa mandature qui va s'achever dans quelques mois et une nouvelle CRSA sera installée au mois d'octobre. Donc, vous savez que les usagers, ils sont représentés en France à travers le système des associations agréées. Et donc, probablement qu'à un titre ou à un autre, vous allez bientôt recevoir la possibilité de candidater pour représenter les usagers dans cette instance. C'est particulièrement important, puisque c'est sans doute le lieu idoine pour que s'exprime cette parole des usagers. Mais probablement que la question, elle va au-delà de la représentation. Et l'engagement des usagers, si on y réfléchit, il pose derrière une thématique qui est celle de la participation, de l'association des usagers et au premier chef, leur association à la construction, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. On y est très attaché à l'Agence régionale de santé et cette association, cet engagement, il doit, à mon sens, s'exprimer à travers 4 axes. Le premier axe, c'est l'information. C'est le premier niveau. Ça ouvrirait beaucoup de sujets, je ne vais pas les ouvrir là, mais l'information, encore faut-il qu'elle soit juste, adaptée, pédagogique, le cas échéant, mais c'est un premier niveau. Et puis, il y en a 3 autres. Il y a la concertation, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne se contente pas d'informer, mais on concerte. Il y a la co-construction. Le président Jean-Michel Bouvet en a parlé à travers, par exemple, le partenariat en santé. Et puis, il y a la codécision, c'est un peu moins naturel dans notre système, mais en tout cas, on a ces 4 niveaux. L'important, sans doute, c'est d'être très clair sur le niveau qui est attendu et de bien l'identifier. Est-ce qu'on veut informer? Est-ce qu'on veut concerter? Est-ce qu'on veut co-construire? Ou est-ce qu'on veut de la codécision? C'est très important pour organiser cette association des usagers et leur engagement. Et puis, c'est mon dernier point, il y a aussi la question du périmètre de cette association. Qui on veut associer? Les usagers du système de santé, bien sûr, mais peut-être aussi parfois les citoyens eux-mêmes. Aujourd'hui, d'ailleurs, le périmètre, sans doute, est de plus en plus ténu entre l'usager et le citoyen. Cette association des citoyens, elle existe déjà dans d'autres domaines. On le connaît par exemple beaucoup dans les domaines de l'environnement. On a tous entendu parler des concertations, des consultations citoyennes autour de l'environnement. C'est peut-être moins présent dans la santé. En tout cas, on y est, nous, très, très intéressés et on réfléchit pour essayer de trouver des formules plus innovantes pour associer l'ensemble des citoyens à notre système de santé. La question, elle peut, selon moi, toucher 2 axes importants. Le premier, ça peut être des questions de prévention. Pourquoi la prévention? Parce qu'on sait bien que si on veut qu'elle ait une action efficace, il vaut mieux la construire, cette action de prévention, avec les personnes qu'elle concerne. Donc, on voit bien là qu'il peut y avoir une question d'association des usagers et plus largement des citoyens. Et puis, pourquoi pas, le PRS, qui lui aussi, aujourd'hui, est largement en cours, le programme régional de santé, et qui devra être reconstruit en 2022, on peut le souhaiter,
se faire avec une association très large des usagers et des citoyens. Voilà un petit peu quelles étaient mes trois réflexions, Monsieur le Président, et à nouveau un grand merci pour cette belle initiative, et je nous souhaite à tous un web lunch appétissant autour de ces belles questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Merichelli. Merci, Monsieur Bruel, également pour cette introduction. Nous allons pouvoir passer désormais à la table ronde, donc l'événement fort de ce web lunch, comme l'a rappelé Monsieur Merichelli. On vous propose d'initier cette table ronde dans un premier temps avec un sondage. Donc vous allez retrouver toujours sur la droite de votre écran, vous avez un item, un onglet chat, un onglet questions, et puis vous avez un onglet sondage, pour lequel normalement, si vous cliquez sur cet onglet sondage, vous allez voir une question apparaître. Cette question est la suivante. Connaissez-vous la Charte européenne des droits des patients, ce fameux document socle pour lequel vous avez d'ores et déjà normalement reçu avec votre invitation un lien pour connaître cette charte-là. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir répondre à ce sondage en direct, pour lequel 3 propositions de réponse vous sont faites. La première, non, je ne connaissais pas cette charte avant ce webinaire. Oui, je connaissais cette charte avant ce webinaire. Et oui, j'ai lu cette charte avant ce webinaire. Donc, on va vous laisser quelques instants pour répondre à ce sondage qui nous permettra par la suite donc de basculer, comme évoqué, à la table ronde et à la présentation de différents intervenants que nous avons avec nous ce jour. Les votes augmentent, n'hésitez pas, nous sommes à 38 votes, dont plus de la moitié actuellement ne connaissaient pas cette charte avant ce webinaire. Effectivement, c'est la tendance qui se dégage. Donc, vous êtes plus de la moitié des participants à ne pas connaître la charte avant ce webinaire. Donc, je pense que justement, les interventions qui vont suivre vont pouvoir, je l'espère, dans tous les cas, pouvoir éclairer sur la connaissance de ce document et au-delà sur l'engagement vu par l'ensemble des personnes dans la table ronde. Nous avons actuellement 41 votes. Je pense que nous pouvons passer donc à la présentation de l'ensemble des participants à cette table ronde. Alors, pour rappeler rapidement l'ensemble des participants, nous avons pour ce débat les droits fondations de l'engagement en santé au-delà des droits vers d'autres perspectives d'engagement. Telle est la question. Nous avons Suzanne Blanc, qui est une patiente engagée, présidente association de la visite des malades dans les établissements hospitaliers de l'Hérault. Nous aurons Béatrice Galibert, cadre de santé formatrice à l'IFSID Carcassonne, Romain Blanchard, chef de pôle du Défenseur des droits en région Occitanie, Alain Weiss, usager citoyen, membre de l'UFC Que Choisir 34, Hérault, et M. Jacques Bringer, président du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique d'Occitanie. Nous allons pouvoir commencer avec Suzanne Blanc. Suzanne Blanc qui est avec nous. Donc, sur la question, cette première question qui va être abordée par l'ensemble de nos intervenants, la question dans le préambule de la Charte européenne des droits des patients, il est dit que les droits sont affirmés dans la théorie, mais déniés dans la pratique. Qu'en pensez-vous? Suzanne, c'est à vous. Le micro de Suzanne est en train de s'activer.
Alors peut-être en attendant l'activation de micro de Suzanne, on va passer à Béatrice. Béatrice, est-ce que vous pouvez désactiver votre micro? Très bien, on vous entend bien, merci. D'accord, bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour participer à ce webinaire, donc, avec mon regard de formatrice en soins infirmiers. Alors, tout d'abord, donc, cette charte européenne que j'ai connue juste avant ce webinaire, que je ne connaissais pas avant, je l'ai lue, mais je ne la connaissais pas avant, m'a renvoyé en premier lieu à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé, donc loi française, dans laquelle on retrouve la plupart des droits qui sont stipulés dans cette charte, et tout ce qui tourne autour de information, consentement, confidentialité, enfin, etc. Donc, ça m'a vraiment renvoyé à cette loi-là. Alors, avec mon regard de formatrice, qui suis à la fois côté théorique avec les étudiants, mais aussi professionnelle de terrain, puisque on va aussi sur le terrain auprès des professionnels de santé, je dirais pour ma part que ces droits sont plus ou moins respectés dans les établissements de santé ou dans les prises en charge à domicile. Parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a des choses qui sont mises en place, qui ont été mises en place et qui continuent de l'être. Je pense par exemple au niveau de la prévention, avec la mise en place depuis 2 ans du service sanitaire par tous les étudiants en santé qui sont amenés à prodiguer des actions de prévention et d'éducation à la santé pendant leurs études. En ce qui concerne l'information et le consentement, on en a parlé beaucoup et on continue à en parler avec une traçabilité qui s'impose, des formulaires de consentement, etc. Des réflexions qui sont menées sur les conditions d'accueil et de soins en lien avec le respect de l'intimité dans les établissements de santé. Des réflexions aussi sur la confidentialité des données, notamment avec la traçabilité informatique. Qui concerne la douleur, il y a des plans de douleur qui sont élaborés et qui sont déclinés dans les établissements aussi de santé. La mise en place dans les hôpitaux de services qualité, gestion des risques, des services chargés de clientèle qui associent et qui font participer les RU, notamment dans différentes instances et à différents niveaux de fonctionnement. Donc, pour moi, je dirais qu'on a tendance à tendre vers le respect des droits des patients, mais il reste encore, bien évidemment, du chemin à faire, notamment, alors si on se réfère aussi au Montréal Model avec les 4 niveaux, informer, consulter, ok, collaborer et co-construire, notamment ces 2 niveaux-là, pour moi, reste encore beaucoup à développer. Et donc, quand on reprend la charte au niveau des droits de citoyenneté active, et notamment dans tout ce qui est co-construction et co-décision, pour moi, ça reste encore à développer, assez timide sur le terrain. Voilà. Alors, je relierai ça à une notion qui est celle de la temporalité, qui est un contexte actuel mouvant où tout doit être fait rapidement. Et donc, cette notion de temporalité me semble importante à prendre en compte pour pouvoir permettre de respecter le plus possible les droits et prendre le temps d'associer les usagers comme il devrait être fait à tous les niveaux de la prise en charge et à leur participation aussi au système de santé. Merci Béatrice pour ces premiers retours. Et puis justement, la temporalité et toutes les perspectives seront justement abordées dans la question 2 que nous allons partager tout à l'heure. Un grand merci. Donc, on va revenir peut-être avec Suzanne, si Suzanne Blanc, si voilà, son micro fonctionne bien. Donc, ça va, vous m'entendez ? Oui, tout à fait, Suzanne, c'est à vous. Merci. Je suis vraiment désolée, je ne me cache pas, mais la technologie m'échappe peut-être.
Voilà, donc alors bien sûr, de lire cette charte m'a ramené à relire les chartes sur lesquelles j'avais travaillé dans une époque effectivement où elles sont travaillées, où elles se sont installées. Ce sont la charte de l'enfant hospitalisé et la charte qui a été travaillée entre les années 1975 et appliquée jusqu'à 1986 où elle fut adoptée au Parlement européen, puis la charte du patient hospitalisé qui a débuté en 1974 et qui a été bien jusqu'en application en 2002, puis celle des personnes âgées dépendantes dans cette même période également. Donc, nous avons des chartes qui existent et qui sont connues. Et en donnant ces dates, on mesure ainsi le temps nécessaire à l'appropriation des chartes et à leur application que nous voyons pas toujours appliquées dans leur intégralité d'ailleurs. Et sans évoquer actuellement les effets délétères qui sont causés par le Covid, par cette longue période de Covid et qui ont provoqué effectivement des retours désagréables de toutes les avancées que nous avions pu faire. Voilà, donc c'est ma réponse à à cette enquête, à la première, si j'avais entendu parler de la charte. Oui, mais je ne l'avais pas lu et je l'ai lu avant ce webinaire, justement, pour me l'approprier à nouveau. Merci Suzanne, merci pour ces premiers retours. Justement, on évoquait la connaissance ou non-connaissance de la charte. Qui dit charte, pour nous, il était important aussi d'avoir un regard sur cette défense des droits. Et nous allons faire intervenir Monsieur Blanchard, référent Occitanie des défenseurs des droits, et justement avoir son avis sur cette question-là, qui est toujours pareil, dans le préambule de la Charte européenne des droits des patients, il est dit que les droits sont affirmés dans la théorie, mais déniés en pratique. Quel est votre retour? Quel est votre avis, Monsieur Blanchard? Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Alors, du point de vue du défenseur des droits, qui est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet organisme, une institution publique, mais indépendant, qui a pour vaste mission de veiller au respect des droits et libertés en France. Eh bien, de ce point de vue-là, nous constatons assez régulièrement, malheureusement, des atteintes aux droits des patients. J'aurais donc tendance à dire de façon assez spontanée que, en dépit de cette affirmation des droits, il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour que ces droits soient effectifs. Alors après, vous me direz, je parle avec d'un point de vue assez biaisé, hein, puisque lorsque le défenseur des droits est saisi, c'est forcément pour nous faire état de situations problématiques et non pas pour nous dire tout ce qui fonctionne bien dans certains établissements. Mais c'est vrai que chaque année, les saisines concernant la santé sont importantes. Je peux vous dresser très rapidement un petit panel de ce pourquoi les patients en fait nous saisissent. Hein. Ça vous donnera pas ça vous donnera une image, enfin une idée un peu de ce pourquoi on peut être saisi. La première chose pour laquelle on est saisi, c'est ce que nous on qualifie de défaillance du service public de la santé. Donc, dans ces défaillances du service public de la santé, on y met notamment des difficultés d'accès aux soins, mais aussi tout un tas de problématiques de contestation de pratiques tarifaires ou encore de facturation de la part de certains établissements ou professionnels. Certaines défaillances aussi administratives, telles que des erreurs de transcription ou encore de la perte d'un dossier médical. Et bien sûr aussi de la mauvaise qualité de prise en charge du patient ou encore l'absence de personnel qualifié, voire aussi d'un défaut de surveillance pour des patients qui en ont besoin. Donc ça, c'est un peu le premier axe pour lequel on est saisi. Le second, c'est celui des atteintes aux droits des usagers du secteur sanitaire, mais aussi médico-social, où là, on est saisi de défauts d'information ou de consentement.
c'est ce que nous disent les patients qui nous saisissent. Des difficultés aussi d'accès au dossier médical, donc ça, comme je vous le disais tout à l'heure, de violation aussi du secret médical, ou encore de non-respect de la vie privée, et beaucoup aussi, on l'a vu avec la période de crise sanitaire, des problématiques relatives à la limitation ou à l'interdiction totale des droits de visite, que ce soit dans des établissements hospitaliers ou encore dans d'autres types de structures. Le troisième axe sur lequel on est pas mal saisi, c'est des cas de maltraitance de personnes hospitalisées, mais aussi de personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux, type maison de retraite, EHPAD. Alors là, on est davantage sur le droit des personnes hébergées, non pas sur le droit des patients en tant que tels, mais je le souligne parce que dans les cas de maltraitance qui nous remontent, à 80%, les mises en cause, ce sont des EHPAD. Et d'ailleurs, on a sorti un rapport le mois dernier justement sur les droits fondamentaux des personnes hébergées en EHPAD, où on revient sur un tas de violations de droits de personnes hébergées. Donc ça représente quand même beaucoup de saisines qui nous arrivent. Le quatrième axe, c'est des cas de discrimination. Donc là, c'est plutôt des discriminations de la part de professionnels qui travaillent en libéral, beaucoup moins s'agissant, bien entendu, des établissements hospitaliers. Et donc, ce sont des personnes qui font l'objet de refus de soins, qu'ils soient directs ou indirects, et essentiellement de la part de médecins spécialistes, que ce soit des psychiatres, des gynécologues ou encore des chirurgiens dentistes. Donc ça, c'est beaucoup de saisines aussi sur des cas de refus de soins discriminatoires. Et enfin, le dernier axe pour lequel on est pas mal saisi, c'est sur l'accès aux soins des personnes privées de liberté. Je le mentionne parce que bien souvent, quand on réfléchit accès aux soins, on ne pense pas forcément à ce public-là, des personnes détenues, mais ces personnes-là rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder à des soins, des difficultés liées à des cas d'obstacles pour l'extraction médicale, ou des difficultés d'accès aux soins spécialisés qui ne sont pas rendus possibles dans l'établissement dans lequel ils sont détenus. Et bien souvent aussi, on est saisi pour la non prise en compte de certaines particularités, de pathologies, voire des handicaps, mais aussi de l'absence de suivi s'agissant de maladies chroniques. Donc voilà, au regard des saisines qui nous arrivent, nous, en tant que défenseurs de droits, un peu observateurs justement de ce respect ou non-respect des droits, j'aurais tendance à dire que cette charte, enfin en tout cas les droits qui y sont énoncés, ne sont pas encore véritablement respectés dans un pays comme celui qu'est la France. Merci Monsieur Blanchard pour cet éclairage, et notamment aussi au regard des missions que vous réalisez en tant que défenseur des droits. Je laisse parole à Alain Weiss en tant qu'usager citoyen, membre de UFC Que Choisir 34, pour nous donner son avis sur cette question de la charte. Bonjour à tous. Je vais parler en tant que citoyen, donc utiliser mon droit de citoyenneté active pour des activités d'intérêt général, tel que c'est indiqué dans la charte à la suite de l'article 14. Les droits des patients, donc, qui sont affirmés dans le texte et qui constituent la doctrine de la politique de santé, seraient déniés dans la pratique. Oui, mais dans la pratique de qui? Et on a bien entendu jusqu'à présent quelques exemples, mais cette affirmation me semble quand même, du point de vue des citoyens, légèrement exagérée, un peu excessive. Parce qu'en niant de façon globale les effets positifs, les rédacteurs ils font l'impasse sur des actions concrètes qui sont générées justement lors de la mise en œuvre de certains droits énoncés dans la charte. Je vais, si j'ai le temps, en citer quatre exemples. Et ça fait un exemple par minute, et je vais essayer de tenir la distance. La première action concerne le droit d'accès numéro 2. Droit d'accès donc à notamment, mais c'est formulé à des services de santé.
Et pour moi, c'est la création de la carte européenne d'assurance maladie qui est une réalisation qui garantit justement un accès direct au système de santé publique dans les pays européens lors d'un séjour temporaire, vacances par exemple, sans qu'on ait besoin de faire une démarche préalable auprès de l'institution locale. Pouvoir composer le 112, qui est le numéro d'urgence opérationnel dans chaque pays européen, est également un atout très pratique, précisément. Le règlement donc CE 883/2004 du Parlement européen a permis ainsi à 46% des citoyens européens inscrits à la sécurité sociale d'en profiter. Ça fait mon cas plusieurs fois. Deuxième exemple, restons dans les voyages, puisque nous avons vu justement lors de ce récent week-end combien nos citoyens en avaient besoin. L'accès au droit à la sécurité, donc le droit numéro 9, qui est concrétisé par le projet de certificat sanitaire européen, est aussi, appelé passeport vert, est un droit respecté et il est important. Sa création devrait faciliter la libre circulation des voyageurs et les voyages au sein de l'Union européenne en évitant la contamination dans les moyens de transport pour les citoyens vaccinés, négatifs au test PCR ou ayant déjà produit des anticorps. Alors, je sais bien que certains pensent qu'il y a là un acte de discrimination, mais pour ceux qui peuvent en bénéficier, et c'est un droit qui est totalement utile à pouvoir utiliser. Son utilisation est provisoire jusqu'à la déclaration par l'OMS de la fin de la pandémie. L'article 3 de la charte qui revendique le droit d'accéder à l'information sur la nutrition, notamment, est matérialisé par la création du Nutri-Score. Dans le cadre de la loi santé de 2016, le gouvernement français a recommandé la mise en place d'une information claire, visible et facile à comprendre par tous sur la qualité nutritionnelle des produits d'alimentation fabriqués par les industriels. C'est une aide à choisir pour les consommateurs. Comment ? Avec un logo à 5 couleurs qui a été élaboré. Chaque produit est positionné sur une échelle de 1 à 5 niveaux, du plus favorable au moins favorable en termes nutritifs. D'ailleurs, certains d'entre vous qui ont utilisé notamment notre logiciel de visioconférence ont vu que la société qui l'a créé utilise aussi une sorte de Nutri-Score. Que choisir a obtenu que ce logo Nutri-Score soit adopté comme modèle officiel français. À ce jour, compte tenu de la législation européenne, il reste encore optionnel. Mais fin 2022, la Commission européenne proposera un étiquetage européen obligatoire. Le service public de santé belge, d'ailleurs, a déjà adopté le Nutri-Score. Au sein du Bureau européen des unions de consommateurs, le BUC, l'UFC continuera le combat pour que l'adoption pratique du Nutri-Score soit effective. Et pour terminer, je voudrais aborder le droit d'accès à l'innovation. C'est le droit numéro 10. À travers, donc j'ai analysé ce cas à travers la commercialisation du cannabidiol. Connu sous le sigle CBD, c'est un composé présent dans le chanvre cannabis et cette huile de CBD peut être utilisée en patch ou avalée en gouttes et elle est reconnue pour son action sur les articulations et pour apaiser les stress. La Cour européenne de justice a été saisie d'une question préjudicielle et elle a considéré dans son arrêt du 19 novembre 2020 que l'huile de CBD ne constitue pas un produit stupéfiant. Donc elle rejette une mesure nationale française qui interdisait la commercialisation du CBD issu de la plante. Cette mesure aurait en effet constitué une entrave à la libre circulation. Mais la Cour reconnaît aussi que l'application du principe de précaution pourrait restreindre la commercialisation des produits à base de CBD. Aujourd'hui, les autorités françaises s'interrogent, elles estiment qu'une approche européenne commune serait souhaitable et poursuivent leurs échanges donc avec les autres membres sur cette question. Faut-il poursuivre la commercialisation du CBD ou restreindre la pratique de consommation? Là, pour nos rédacteurs, c'est une véritable étude de cas pratique. Merci. Merci beaucoup, Alain, pour l'ensemble d'un décryptage d'un usager citoyen au regard des droits inscrits dans cette charte européenne des droits des patients. Nous allons terminer cette table ronde au niveau de cette première question par professeur Jacques Bringer. À vous la parole pour votre
vision de réflexion éthique. Oui, j'avais pris connaissance de la Charte européenne des droits des patients. Je lui trouve bien sûr l'intérêt d'exister, mais je lui fais 2 reproches. Le premier, c'est qu'elle est difficilement retenable parce que les 14 vœux ou droits qui sont énoncés le sont pêle-mêle, sans fil conducteur. Bien sûr, il existe ce fil conducteur, mais je pense que c'est une liste à la Prévert qui est difficile à retenir, ne serait-ce que pour les patients et les professionnels de santé. Alors, qu'est-ce que je lui reproche? Et peut-être l'aurais-je bâti différemment. Je lui reproche de ne pas dégager de priorité et de tout mettre au même niveau. Alors, je sais qu'il s'agit de l'Europe et que les priorités des différents pays de l'Europe ne sont pas obligatoirement les mêmes. Et l'harmonie, déjà, dans notre pays, pose parfois des problèmes, mais les priorités peuvent être différentes en deçà et au-delà des Pyrénées. Le deuxième point, c'est que je pense que le fil conducteur, et vous m'excuserez de saisir l'occasion de le dire dans ma position, c'est tout simplement l'éthique. L'éthique. Vous prenez les items qui sont déclinés, ils se réfèrent à des grands principes éthiques. Ils sont au nombre de 4. Vous le savez, en santé, ce sont des repères qui permettent de déceler soit des non-respects éthiques majeurs, de les mettre en exergue, surtout de déceler des dilemmes éthiques, parce que parfois, en voulant améliorer un droit, on va en altérer un autre, et donc il faut être capable de voir les effets secondaires de ces décisions sur les autres droits, et ça c'est du quotidien. Quotidiennement, nous prenons des décisions favorisant un droit ou une solution et altérant l'autre droit. Donc, il faut y regarder de près. Ces principes éthiques, c'est, vous le savez, l'autonomie des patients qui est à la base du respect de leur personne et de la dignité de ces personnes. Pour les pays anglo-saxons de l'Europe, c'est le principe éthique numéro 1. Je vous l'énonce à nouveau, éthique égale comme premier principe respect de l'autonomie, donc droit à l'information, droit à l'éducation en santé et en éducation thérapeutique par exemple, participation des patients à la décision et consentement informé. Donc, dans le principe d'autonomie, les anglo-saxons englobent autonomie et responsabilité. Les pays du sud de l'Europe sont plutôt tournés vers le principe de bienfaisance. Et ce principe de bienfaisance, il peut être énoncé de différentes manières, mais vous retrouvez dans les droits les aspects de la bienfaisance, bien sûr. Par exemple, normes de qualité, par exemple, sécurité, par exemple, droit à l'innovation, pour peu qu'elle soit un progrès. Parce que toute innovation sur les réseaux sociaux, sur Internet, ne sont pas un progrès, vous le savez parfaitement, car la désinformation est aussi partout, et en particulier en Europe. Donc, le principe de bienfaisance, c'est aussi un mot que j'aurais aimé trouver, c'est la pertinence des actions qui sont faites.
pertinence, ça veut dire en adéquation avec ce qui doit être fait. Car ce n'est pas bien sûr donner tout ce que veulent les gens ou obtenir tout ce qu'on désire ou répondre à toutes les attentes de tous qui n'ont pas été priorisés et qui en plus peuvent entrer en conflit collectif avec d'autres. Donc la pertinence, c'est un mot extrêmement important. Je terminerai en disant que dans ces principes, outre l'autonomie et la bienfaisance, il y a la non-nuisance ou la non-malfaisance, et on retrouve tout ça. Droit à l'intimité et à la confidentialité, droit au respect des patients, droit de ne pas souffrir inutilement, ou tout faire pour atténuer les souffrances physiques, certes, mais morales, et ce qui est toujours extrêmement complexe, car la souffrance est intime. L'organisation sanitaire est collective et il peut y avoir confrontation entre les deux. Ensuite, il y a l'équité, qui est un dernier principe, qui pousse pour certains l'essentiel. Je dirais que la moitié inférieure de l'Europe est plutôt tournée, je viens de le dire, vers la bienfaisance, et elle est tournée, en tous les cas pour notre pays, c'est certain, vers l'égalité. La partie autre de l'Europe, plus septentrionale, est très tournée vers l'autonomie. Et donc, il faut un équilibre. Mais dans tous les cas, la participation des patients de façon active, en tant que partenaire, quelque chose, co-constructeur, co-décideur, co-éducateur, co-formateur, est un phénomène inarrêtable. C'est pour ça que dans la priorité que je mettrai d'abord l'accès à l'autonomie. Je serai anglo-saxon sur ce point. Il y aurait bien d'autres choses à dire parce que des pays européens s'appuient sur le prioritarisme. On l'a vu en France avec la vaccination, les plus graves, les plus âgés. Et le monde anglo-saxon peut être utilitariste, c'est-à-dire d'abord l'efficacité, freiner la diffusion virale au plus vite, pour ceux qui bougent le plus. C'est deux visions. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cette charte est un compromis entre des pays européens et elle souffre d'un manque d'affichage de certaines priorités et surtout d'un fil conducteur autour des 4 grands principes éthiques. Merci beaucoup, professeur Bringer, pour le rappel de ces 4 principes, justement, et pour votre avis, votre regard sur cette charte qui, pour autant, on a envie de poursuivre ce débat et ces échanges avec une deuxième question sur, au-delà de tout ce qu'on a réalisé comme constat, si les chartes, de façon générale, ouvrent-elles des perspectives? Qu'est-ce qu'elles rendent possible et comment les faire vivre? Et donc, en ce sens, on va refaire un tour de caméra pour avoir les avis de chacun sur ces perspectives et comment les faire vivre. On va commencer avec Suzanne Blanc. Donc, je rappelle Merci, je suis là. Bon, très bien. Je rappelle est présidente de l'association VMEH 34, visite des malades dans les établissements hospitaliers. Voilà. Alors, effectivement, cette charte, elle n'est peut-être pas bien lue et bien connue, mais il n'en est pas moins que ces principes ne dérogent pas aux chartes françaises que j'ai citées tout à l'heure. Elle permet cependant un rappel, un enrichissement et va vers une harmonisation des pratiques dans les pays européens qui la ratifieront s'ils la ratifient. Et c'est vrai que ce que vient de dire Monsieur Bringer à propos de nos différences dans l'Europe, il faut aussi en tenir compte. Il y a aussi dans le préambule la terminologie des, entre guillemets, peut-être, un terme qui apporte le doute. J'aurais préféré un mot plus convaincant qui retire ce doute. Parler du frein par manque de financement, de mon point de vue, ne suffit pas.
L'argent est toujours réclamé, il en faut toujours, certes, mais il y a aussi la volonté par les acteurs de terrain d'accepter le changement, d'approprier la charte des convictions, des convictions que l'on peut avoir sur ces améliorations, de mener aussi des réactualisations dans les organisations et surtout de ne pas multiplier et disperser les responsabilités. Plus nous sommes entravés dans des règles et des procédures, plus les contraintes de faillir augmentent et plus les responsables d'établissements et les personnels se protègent. Nous venons de le voir. Ce qui s'est vécu et ce qui se vit encore dans les établissements en est la preuve. Je pourrais vous donner des exemples de très nombreuses situations et parfois certaines m'ont fait faire un retour de plusieurs années en arrière dans la prise en soin et plus particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées, avancées en âge, les personnes atteintes de troubles moteurs ou cognitifs. Un gros travail est à mettre en perspective pour retrouver la confiance entre les patients, les résidents, les familles et les soignants. Il me paraît important de retrouver une harmonie et de reconstruire une harmonie et de retrouver le chemin des chartes et leur application et de pouvoir les appliquer. Merci, Voilà. merci Suzanne Blanc. On va continuer justement avec l'avis, le point de vue professionnel de santé, formateur, Béatrice Galibert. Justement, peut-être dans la continuité de Suzanne Blanc et de ces échanges-là. Oui, alors oui, bien sûr, je suis d'accord avec Madame Blanc par rapport à l'intérêt des chartes qui rendent visibles certes, les droits des patients, qui informent les personnes parce qu'elles sont souvent affichées dans les chambres, dans les établissements de santé. Et puis après, elles peuvent aussi être support de réflexion, d'évolution de représentation auprès des soignants également. Mais alors après, n'oublions pas que les chartes, elles sont pas prescriptives. Elles sont pas prescriptives comme peut l'être un texte de loi. Elles découlent souvent du texte de loi, mais à un moment donné, il faut se les approprier. Ça veut dire qu'il faut adhérer à ça. Et on parlait un peu plus tôt de priorité, effectivement, aux établissements de santé à définir les priorités qu'ils veulent vraiment développer et par rapport à ces chartes-là notamment. Alors, comment les diffuser, qu'en faire? Alors, bien sûr que ces chartes, en tout cas au niveau des formations médicales et paramédicales avec les droits des patients, c'est travaillé, c'est évoqué auprès des étudiants qui après conservent ça et on espère le mettre en application dans leur exercice professionnel. Mais je pense que ces chartes elles doivent être aussi accompagnées et réfléchies au plus haut niveau, quoi, aux plus hautes strates des établissements, au niveau des décideurs, des directeurs, des managers, pour pas aussi à un moment donné que ça reste que de l'écrit, parce qu'à un moment donné on peut se dire oui mais elle y est la charte là, on l'a, mais derrière qu'est-ce qu'on en fait? On a bien vu par rapport à l'intervention de, je sais plus son nom, mais c'est Romain, Monsieur Blanchard, qu'encore, ben oui, il y a des plaintes des patients et on voit bien que certains droits ne sont pas toujours respectés, sont bafoués. Et quand j'entends parler de maltraitance, de plaintes pour maltraitance, notamment les personnes les plus vulnérables, parce que c'est peut-être un peu plus facile, hein, on a moins en face de nous des personnes qui les connaissent, ces droits, et qui savent le dire. Ça questionne encore sur les pratiques et c'est pour ça que je disais, je confirme qu'il y a encore du chemin à faire. Sans même parler après de l'implication et de l'intervention des usagers et des patients. Oui, bien sûr, on en parle, patients formateurs, patients qui participent à des instances, à des décisions, il y en a. Mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux et qu'il y a aussi des niveaux où on n'en est pas là. Donc, ces chartes elles doivent être accompagnées. Il
y a le côté financier, mais il y a cette temporalité aussi. On n'a pas trop de temps, donc il faut que les choses avancent. Donc, est-ce qu'on laisse bien le temps? On parlait d'autonomie, oui, mais quand on demande aux personnes d'être autonomes et qu'on les a informées, quand il y a une décision à prendre, encore faut-il leur laisser le temps de la réflexion pour prendre la décision, parce que c'est pas toujours facile. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut mettre en balance. Et effectivement, l'approche philo avec les concepts et les principes en éthique doivent être le fil conducteur et c'est ce qui doit aussi amener à accompagner les professionnels de santé à s'approprier ces chartes-là et derrière les droits des patients pour s'engager à les respecter. Voilà. Merci Béatrice Galibert. Donc, du temps pour de l'appropriation. C'est ça qui ressort de votre point de vue. Merci beaucoup. On va continuer donc avec Romain Blanchard sur justement chef de pôle du défenseur des droits en région Occitanie. Je le rappelle, justement ces perspectives de charte et puis qu'est-ce qu'elle pourrait rendre possible selon vous au regard des missions que vous nous avez exposées aussi tout à l'heure. Oui, merci. Alors, il est vrai que les chartes, telles que celles dont on parle aujourd'hui et de façon plus générale, ne sont pas juridiquement contraignantes. C'est ce que a dit Madame Galibert juste avant. Donc, d'un point de vue juridique, elles ont une portée très, très limitée. Enfin, en tout cas, pour nous, dans les décisions que l'on peut rendre aux défenseurs des droits, on vise rarement des chartes dans les visas de nos décisions. On privilégie davantage des textes opposés, donc des lois notamment, des décrets ou je ne sais trop quoi. Néanmoins, à défaut d'être contraignantes, je pense qu'elles ont un intérêt au-delà du juridique, dans la mesure où elles permettent déjà en fait de faire parler, en tout cas d'éclairer sur un problème de société. Ça en soi, c'est une action à part entière. Alors après, l'intérêt d'une charte, c'est qu'il faut qu'elle soit connue, mais aussi signée par le plus grand nombre, et notamment par des organismes ou des professionnels qui, en l'espèce, peuvent être auteurs d'atteintes au droit. Et au-delà d'être signé, parce qu'on sait que le fait de signer une charte sur quelques sujets que ce soit, ce n'est pas, voilà, c'est uniquement moral. Derrière, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'atteinte au droit de la part de la personne qui aura signé la charte. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà de la signature, c'est un premier pas déjà, mais derrière, il faut aussi évaluer aussi les actions qui sont mises en place justement pour faire respecter cette charte-là. Donc peut-être, moi j'inciterai davantage, au-delà de la signature, sur la nécessité d'évaluer régulièrement, de dresser un bilan, eu égard en fait aux articles de cette charte, sur ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, et notamment les marges de progression, puisqu'on peut toujours aller un peu plus loin dans l'application et dans le bon respect, des droits. Néanmoins, vraiment de façon générale, je crois quand même que les chartes ouvrent des perspectives, permet de discuter, déjà, de fédérer déjà d'une part, parce que pour qu'il y ait charte, il faut que des acteurs soient d'accord et ont envie de s'engager dans cette démarche-là. Et en soi, je trouve ça vraiment très intéressant, cette fédération autour d'un sujet. Ça participe aussi à rendre visibles des initiatives innovantes, des bonnes pratiques, mais aussi d'échanger sur des difficultés. Donc ça, c'est très, très bien. Mais derrière, vraiment, il faut qu'il y ait un suivi de la charte. Voilà. Merci beaucoup, Romain Blanchard. Donc après l'appropriation, l'évaluation, quelque chose qui, à votre point de vue, est nécessaire et important, justement pour évaluer comment cette charte vit et comment, justement, quels sont ses impacts. Merci beaucoup. On continue avec Alain Weiss, notre usager citoyen, membre de l'UFC Que Choisir, je le rappelle, de l'Hérault. Alors, votre question, la charte ouvre-t-elle des perspectives? Je vais parler, bien entendu, du point de vue des citoyens. Cette charte, elle ouvre des perspectives parce qu'elles sont des perspectives qui peuvent être rassurantes pour les patients.
mais aussi par les patients lorsqu'ils sont simplement citoyens et qu'ils envisagent ou bien il va être possible qu'ils soient soignés dans un établissement de santé. Elle représente en quelque sorte un socle formel à la fois, exhaustif et précis, qui énonce les droits dont les citoyens souhaitent bénéficier. Elle jette aussi les bases sur lesquelles un système de santé national et européen, puisqu'il s'agit bien de ça, doit vivre et se développer. Par exemple, évaluer l'incidence du progrès médical sur l'organisation des soins en situation de dépendance, par exemple. Et elle invite aussi à faire écho auprès de tous les partenaires actuels du système pour réaliser un bilan européen des acquis et des carences notoires repérés dans la mise en œuvre de chacun de ces 14 droits, comme par exemple le droit de mourir dans la dignité. Qu'est-ce que la charte rend possible? Eh bien, elle ouvre déjà à l'interrogation concrète sur la mesure du possible, tel que c'est formulé dans l'article 11 et dans l'article 12. En effet, le droit de ne pas souffrir inutilement, chaque personne a le droit, dans la mesure du possible, de ne pas souffrir, quelle que soit la phase de sa maladie. Et dans l'article 12, le droit au traitement personnalisé, chaque personne a droit à des parcours diagnostiques ou thérapeutiques conçus dans la mesure du possible, en fonction de ses besoins personnels. Donc, une telle formulation est assurante dans la mesure où ça indique dans la charte le respect de la personne, mais en même temps, ça ouvre l'interrogation sur qu'est-ce que va devenir concrètement, quelle va être la mesure de ce possible. C'est aussi, la charte est aussi un mot d'ordre. Comme le dit Annie Morin, c'est en quelque sorte un oser. Pourquoi? Parce qu'elle rend possible la mobilisation des usagers des systèmes de santé des différents pays européens. Et avec ce levier, les associations généralistes ou attachées à une maladie, mais aussi en élargissant le cadre à tous les usagers qui utilisent les réseaux sociaux, les mini-groupes Facebook, qui pourront assurer eux aussi la mobilisation nécessaire pour défendre et faire progresser les droits du patient et en acquérir de nouveaux. La charte, elle peut être aussi envisagée par les entreprises du secteur de santé comme un code de bonne conduite à l'égard des patients. Une charte éthique, on en a parlé tout à l'heure, qui offre aux professionnels des outils, des pistes de réflexion et des repères pour agir en cohérence avec les droits énoncés dans la charte. Le droit au respect des normes de qualité, par exemple, pour garantir, c'est une urgence, la fabrication de pompes pour les diabétiques. La ratification de la charte par le Parlement français serait l'affirmation de la volonté politique d'une future harmonisation. Il deviendrait alors possible, avec cette ratification, d'engager une phase de coordination des différents systèmes de santé afin de viser à un mouvement d'harmonisation des systèmes de santé des différents pays européens. À l'heure actuelle, bon, je sais bien, la santé n'est pas une prérogative européenne, mais les associations européennes des usagers des systèmes de santé pourraient s'inspirer des consommateurs. En effet, avec le Bureau européen des unions de consommateurs, dont fait partie BFC Que Choisir, des associations de consommateurs européennes ont obtenu la constitution d'un groupe d'experts auprès de la Commission européenne pour définir des axes de la politique de consommation. De la même manière, les associations européennes qui ont élaboré la charte pourraient constituer un groupe d'experts, parmi lesquels France Asso Santo, bien sûr, qui seraient réunis dans une co-construction, une structure de réflexion sur les droits des patients auprès de la Commission européenne. Alors, je ne sais pas si on aborde le comment la faire vivre. Non, je suis en avance. Marina? Vous pouvez, Alain, vous pouvez tout à fait continuer sur cette réflexion-là, tout à fait. Alors, comment la faire vivre? C'est bien entendu la faire connaître au plus grand nombre, mais ça a déjà été évoqué tout à l'heure par M. Blanchard. Donc, je reprends et je reformule. Comment? D'abord par une diffusion massive. Et je crois que l'envoi par l'assurance maladie à tous les assurés du texte de la charte, lorsqu'il sera bien entendu validé et jugé apte à être diffusé, serait le premier acte de sa diffusion auprès de tout le public. Affichage dans les cabinets médicaux de généralistes et de spécialistes, mais aussi dans les établissements de santé
auprès du personnel médical et administratif serait un deuxième élément de développement de cette information. On pourrait la remettre également dès la phase de prévention, lors de la visite des salariés à la médecine du travail. On pourrait la remettre dans le dossier d'inscription des étudiants en médecine et des étudiants en droit de la santé. On pourrait demander que ça figure dans l'annexe dans les contrats des mutuelles et des compagnies d'assurance santé. Et bien entendu, il faudrait l'insérer systématiquement dans le livret d'accueil de tous les établissements de santé. Une action donc plus large, et cette fois-ci qui entre dans le champ politique, ce serait de présenter la charte aux élus locaux et aux élus nationaux. De façon à ce que cette action auprès des représentants publics puisse permettre de faire ratifier par notre Parlement national, puis par les autres parlements nationaux, cette charte, donc sous l'égide des ministres de la Santé. Et le dernier point, ce serait donc une action événementielle, serait d'organiser chaque année dans les établissements de santé, enfin dans des établissements de santé, pas excessif, un temps fort qui à terme pourrait se produire le même jour dans chacun des États européens. Merci. Merci beaucoup Alain, merci Monsieur Weiss, avec vraiment des propositions très concrètes à la fin de votre intervention. Et justement, c'était un petit peu l'ambition de France Asso Santé Occitanie par le biais de cet événement, de pouvoir proposer un événement fort chaque année. Alors, effectivement, la Journée européenne des droits des patients est normalement le 18 avril. Nous avons réalisé cet événement à ce jour, mais dans cette continuité. Mais en tout cas, on prend bien note de l'ensemble des propositions. On finit avec le professeur Bringer sur ces perspectives qu'ouvrent les chartes, comment les faire vivre. Je vous laisse la parole. Je dirais qu'une charte n'a de sens que si elle est déclinée au quotidien dans la pratique du terrain de la santé. Tel territoire, tel établissement a des progrès à faire sur 1, 2, 5 aspects de la charte et peut décliner parfaitement les autres. Donc, évidemment, le sens de cette charte ne peut exister que si elle est déclinée au plus près du terrain sur les droits où on peut faire mieux à cet endroit-là. Je prends un exemple. Il y a des services, des départements, des hôpitaux remarquables sur l'innovation en tant que progrès thérapeutique de pointe et qui pêchent sur l'humain, qui ne sont pas à la hauteur sur le contact humain. Les techniciens de ces établissements sont remarquables, les moyens aussi, et les patients en bénéficient. Mais il peut y avoir un manquement dans d'autres termes. Donc l'important d'une charte, c'est qu'elle soit présentée de la façon la plus lisible, la plus conviviale possible pour que les établissements de santé, les personnels de santé et de soins et les patients puissent se questionner ensemble. Aucune charte n'a d'intérêt si elle ne mène pas à un questionnement partagé, ensemble. Cette culture du partage, cette culture de la décision est à la base de l'amélioration des pratiques. Donc une charte n'est intéressante que pour se questionner sur les faiblesses, sur les insuffisances, sur le fait de douter et donc de progresser. Et donc, dans un établissement ou dans une pratique, il faut regarder de près quel est le point, les points qui demandent à être améliorés. Ça, bien sûr, c'est en deçà des politiques de santé pour lesquelles les chartes sont aussi des points
référence, mais je ne me mets pas à ce niveau. Donc, avant de co-construire des actions concrètes pour avancer, on peut prendre une charte pour bien montrer qu'elle va être en accord avec tel ou tel point et amener à progresser. Dans le fond, dans toute action humaine, et les soins en particulier, la question est d'abord de se dire, est-ce que je vais faire mieux? Est-ce que je ne vais pas faire trop lourd? Parce que ça aussi, c'est un problème. On peut normer à l'infini et on est contre-productif sur l'humanité des soins. Et comment? On peut prendre de plus en plus mal quelqu'un sur le plan de la qualité relationnelle dans un établissement où c'est l'essentiel du problème et vouloir monter des normes qui vont altérer la qualité relationnelle. Donc, il faut faire très attention. La triple attente des personnes, elle me paraît toujours la même dans une vie de soins. C'est donnez-moi accès à des soins de qualité, faites-moi bénéficier de la sécurité des progrès avec la pertinence et la personnalisation requises. Deuxièmement, prenez soin de moi et ne l'oubliez pas au nom de la technique même, ayez le souci de ma personne. Et troisièmement, facilitez-moi la vie par la coordination, par un parcours fluide, par une qualité de vie qui répond réellement à mes attentes et pas à des normes abscons. Donc, comment faire vivre une charte? La traduire, la rendre encore plus intelligible, plus compréhensible et surtout la décliner en rapport de ses besoins, en priorisant par rapport à là où on est avec les problèmes que l'on a. Quelle aide pour quel choix? Quelles autres options possibles? Et réduire les risques de toutes mes options. Un outil qui doit être rendu intelligible pour toute personne qui n'a pas construit cette charte et qui n'est pas au fait de tous les droits. Merci beaucoup, professeur Ringer, pour cet avis, et on retient aussi bien le partage dans le questionnement. Ce partage, et donc partager le questionnement au regard des chartes. Un grand merci pour ce tour de table et ce tour de caméra et cette prise de réflexion au regard de la charte. Initialement, on était parti au regard de la charte européenne des droits des patients et qui nous amène vraiment, on le voit, dans cette perspective d'engagement, dans ces perspectives aussi, dans ces projections, au-delà du respect des droits. Je vais peut-être refaire intervenir Suzanne là-dessus, sur ces derniers propos, mais aussi en lien, on va basculer sur les réflexions et les questions du chat, et notamment plusieurs questions étaient en rapport avec la charte européenne sur les droits des patients dans les établissements médico-sociaux. Je fais intervenir Suzanne, alors d'une part pour peut-être compléter certains propos de tout à l'heure, mais aussi par rapport à son expérience dans les établissements médico-sociaux, votre expérience et votre regard, pour répondre aussi à la question justement de ces internautes sur cette application de charte dans les établissements médico-sociaux et cette représentation des usagers dans les établissements médico-sociaux. Merci Marina. Oui, c'est vrai, les chartes ouvrent-elles des perspectives? Oui, j'en suis persuadée, mais ces chartes sont nombreuses. Est-ce que la personne et le citoyen engagé peut s'y perdre, il peut s'y perdre, bien qu'elles concourent toutes ces chartes au même objectif. J'y crois, par l'expérience que j'ai acquise de l'application de la Charte des droits de l'enfant. Il est incontestable le fait d'avoir réalisé de remarquables progrès en France dans la prise en soin des enfants. On devrait d'ailleurs parler plus d'hôpital pour les enfants que d'hôpital d'enfants. L'expression, je pense, est meilleure
pour parler d'hôpital pour les enfants. C'était pourtant une époque sans Internet et sans visio, et si on fait référence aux dates que j'ai données. Et donc, je pense que aussi on travaillait autour d'une association nationale qui nous a beaucoup aidé avec les pays européens à mettre en place cette charte qui a été ensuite européenne. Mais ça n'a pas pu se poursuivre faute de président, car on sait combien l'engagement des intéressés est parfois difficile à trouver. Alors, l'application de la charte dans les établissements, le travail des directions des établissements est de faire connaître la charte, de la mettre en valeur, de faciliter la réflexion et une réflexion de façon transversale avec tous les partenaires, le personnel. Les cadres de proximité ont un devoir de la faire vivre et de réaliser des évaluations de la qualité de soins apportés par un partenariat patient, résident, famille, représentant des commissions concernées. Je suis cependant interpellée par quelques contenus d'articles. Le premier article, la prévention, oui, elle est très importante et pourtant elle semble stagner en France. On a du mal à l'exercer, mais aussi elle a du mal à être acceptée. Alors on peut se demander pourquoi, malgré tous les efforts et tous les travaux qui sont mis en place. L'article 3, le droit à l'information. Au cours de la pandémie, les moteurs de recherche ont été hyper sollicités, ainsi que les médecins référents, au point que je constate que les accompagnants de malades ont plus rapidement que les soignants des informations. Informations bonnes ou mauvaises. Cette situation augmente d'ailleurs les tensions dans les établissements. L'article 5, la liberté de choix. Oui, elle existe en France, mais il se pose le problème de l'éloignement du lieu, le prix à payer, l'allongement des rendez-vous. L'article 8, normes et qualité. Par exemple, souhaiter accoucher dans une maternité toute proche de son domicile qui est de niveau 3 ne sera peut-être pas permis si l'accouchement est reconnu sans risque. L'article 9, droit à la sécurité. On sait que tout acte comporte un risque puisque nous signons l'attestation d'avoir été informés et d'accepter ce risque. L'article 11, droit à ne pas souffrir inutilement, oui, mais il ne faut pas que la morphine ou autres produits viennent cacher d'autres douleurs qui peuvent être prises en compte autrement. Exemple, il n'y a pas longtemps, une fracture du col du fémur découverte à Jusseng et pourtant calmée dès le premier jour à la morphine parce qu'on considérait que les douleurs n'étaient pas celles-ci, dues à la fracture du col du fémur. Et puis, donc aussi, il ne faut pas oublier des détresses morales et psychologiques extrêmement aggravées par la situation Covid. L'observation et l'écoute me paraissent essentielles avant tout acte. L'article 12, droit au traitement personnalisé, parfois difficile aussi à réaliser. Exemple, si le patient ne veut pas prendre des génériques, il ne veut que du principe. Et puis, il y a les antimitotiques, difficiles à trouver. Les familles appellent les pharmacies, les associations. Ils vont jusque dans des pays étrangers pour s'approvisionner. Peu de recherche aussi, on peut constater peu de recherche de produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares, car certainement peu rentables pour les laboratoires. L'article 14, droit au dédommagement, très importante pour le patient lésé, mais peut-être aussi un frein pour une prise de décision médicale. Le droit à la citoyenneté active, oui, nous sommes là, c'est un bon signe. Il faut aller pour moi, la charte, c'est aller vers un idéal de prise en soin, mais aussi dire que tout n'est peut-être pas possible, car je crée une utopie qui augmente le malaise, le mal-être, la perte de confiance et l'errement sur la toile. Dans une conversation récente avec Marina, parler du sens, je me permets de reprendre son mot, il faut donner du sens pour rassembler, convaincre et appliquer, et donc appliquer la charte européenne et les chartes. Merci, excusez-moi d'être passé après M. Brinchet, qui avait apporté une belle conclusion. Merci beaucoup, Suzanne Ballon, pour ces derniers mots qui effectivement complètent, mais donnent aussi cet aspect
vécu, expérience, avec notamment quelques exemples que l'on retrouve et que vous avez abordés, notamment dans le côté médico-social, ce côté qui, pour revenir aux questions, qui questionne en tout cas certains de nos participants, et notamment donc sur l'utilisation, le respect de cette charte européenne des droits des patients dans le secteur médico-social. On a fini ce tour de caméra, ce tour de table. Encore à nouveau un grand merci à l'ensemble des intervenants pour leur avis, pour les avis très complémentaires, mais qui, je l'espère, ont permis de pouvoir éclairer un maximum de nos participants sur, d'une part, la connaissance de cette charte, l'aspect, on est revenu notamment avec monsieur le professeur Bringer, mais pas que, sur cet aspect, cette nécessité qu'elle soit lisible, qu'elle soit compréhensible, qu'elle soit appropriée, comme évoquait aussi madame Galibert, sur l'évaluation, sur toutes les propositions aussi apportées par monsieur Weiss tout au cours de son intervention, et puis pour la partie aussi vraiment vécu expérientiel de Suzanne Blanc, qui permet aussi de donner des mots forts, et notamment le mot sens qu'on a partagé effectivement ce matin, et donc donner du sens à ces chartes-là. Nous laissons parole à notre président, monsieur Bruel, pour la conclusion de ce web lunch, une première pour France Asso Santé Occitanie. Monsieur Bruel, à vous pour la conclusion de ce webinaire. Merci Marina, merci à tous les intervenants de la table ronde et merci à tous les participants et notamment ceux qui se sont manifestés au travers du chat. Je crois qu'il ressort de cet échange l'importance de la complémentarité et on va voir que cette complémentarité, pour revenir à ce que nous disions en introduction et ce que soulignait Philippe Merichelli, cette complémentarité, elle est à la base de l'engagement, engagement de tous qui fonde la démocratie en santé. Alors, je ne vais pas reprendre, parce que Marina vient de le faire, je ne vais pas reprendre les différents points des interventions, mais il m'a semblé que tous les intervenants ont apporté des éléments complémentaires importants, et que si on les regarde dans un regard commun entre ceux qui soignent et ceux qui sont soignés, on les voit avec une autre perspective. Je prends par exemple ce qui a été dit à très juste titre par Jacques Bringer sur l'absence de fil conducteur dans cette charte. Lorsque c'est vu par l'une ou l'autre des parties, c'est un manque. Lorsque c'est vu par les deux parties ensemble, ceux qui soignent et ceux qui sont soignés, c'est une dynamique à poursuivre et à construire. Donc, je pense que cette charte, ces multiples articles, même s'ils sont parfois dans un certain, s'il manque d'ordre ou de regroupement, même s'ils ne sont pas tous suivis, ils ont quand même un intérêt majeur à être affichés à la fois par les soignants et les soignés. Parce que d'abord, ça veut dire que chacun des deux, soignant et soigné, sait que l'autre sait ce qu'est la charte et est prêt à y participer. Et donc, je pense que, et bien sûr, les chartes ne sont pas prescriptives, comme cela a été dit. Les chartes ne peuvent pas être utilisées dans une réponse à caractère juridique. Mais par contre, les chartes, elles appellent un affichage et par là une lecture commune. Et de cet affichage et cette lecture commune peut découler un engagement commun et un partenariat. Et en tout cas, c'est probablement ce que nous vous avions suggéré en disant que finalement,
l'engagement était une autre vision du droit des patients. Il n'est pas question de ne pas porter les droits des patients, que l'on soit d'ailleurs usager ou que l'on soit soignant. C'est des valeurs que nous portons ensemble. Mais dans l'engagement qui en découle, c'est probablement une autre vision de ces droits, et c'est peut-être une vision plus positive à laquelle il faut, chacun à notre place, il faut que nous nous attachions. Et ce que nous faisons pour la démocratie en santé, et je remercie Philippe Merichelli de la clarté des axes qu'il a décrits, c'est dans la continuité des droits des patients, et ça ne fait que les renforcer dans une dynamique qui ne s'oppose pas, mais qui lie ensemble, qui co-construit, qui co-décide, qui peut être même co-évalue d'ailleurs, puisque ça va jusque-là, on le voit, lorsque on s'occupe des différentes facettes du soin. Je ne veux pas être trop long et je vais m'arrêter là en vous remerciant encore, vous tous, intervenants et participants, et je vous souhaite de pouvoir continuer à travailler à ce partenariat en santé pour la démocratie en santé. Je vous remercie. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci. À très bientôt. On vous rappelle pour les derniers connectés que l'ensemble de ce webinaire est enregistré et fera l'objet donc d'une rediffusion incluant les échanges